Bonsoir pour cette deuxième soirée de la saison 2021-2022 du lundi soir, animée par professeur Hafid Aourak. Ce soir, le thème sera la science et le nouveau monde de demain. Merci de votre présence, de votre attention et je donne la parole au professeur Hafid Aourak. Merci pour avoir accepté cette invitation et nous sommes ravis de vous recevoir chaque lundi soir pour une thématique nouvelle à chaque fois. À vous la parole et merci beaucoup. Merci, يعطيك الصحة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous un ensemble de connaissances et un ensemble de points de vue. Et surtout que celle d'aujourd'hui, elle demande beaucoup de, je dirais, beaucoup de... Chacun pourra avoir sa propre idée de comment il voit le monde de demain et aussi quelles sont ses appréhensions vis-à-vis de la science et comment il voit le développement de la science et comment il peut réinteragir avec tout ce qui se passe autour de lui aujourd'hui dans ce monde-là. Et donc, j'ai intitulé ma conférence comme étant la science et le nouveau monde de demain. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de soucis et les soucis deviennent de plus en plus importants. Les problèmes deviennent de plus en plus importants dans cette humanité d'une façon générale et puis pour notre planète Terre particulièrement. Et aussi, la science, parfois elle piétine, parfois elle se développe de façon fulgurante, mais toujours nous sommes en attente de certaines choses qui ne sont pas encore résolues. Et donc, je vais essayer de parcourir avec vous un peu ma vision, la vision de beaucoup de personnalités scientifiques autour donc de cette thématique. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que le monde a évolué de façon générale à travers des civilisations. L'homme, quand il est venu, donc, il a essayé comprendre tout ce qui était autour de lui, de comprendre les phénomènes, de s'adapter vis-à-vis de ces phénomènes. Et on a commencé à mettre en place les supports de la connaissance et du savoir. Et à partir de ça, on a essayé d'améliorer l'environnement dans lequel vit l'homme et puis aussi d'améliorer tout ce qui est autour de la promotion du confort chez l'être humain. Et donc, ceci a donné lieu à des civilisations. Et ce que nous remarquons, c'est que la puissance des civilisations, de façon générale, il pousse toujours la puissance de la religion. Donc, tant que la religion est importante dans une phase de l'histoire de cette humanité, donc automatiquement, la religion induit avec elle une forme de développement d'une civilisation. Et donc, c'est pour ça que vous avez dans l'histoire l'ère de la civilisation musulmane, parce que la religion était puissante. Si la religion n'était pas puissante à l'époque-là, la civilisation arabo-musulmane ne pouvait pas être aussi florissante qu'elle a été pendant cette période-là. Et donc, il faut savoir, donc les civilisations se suivent et se succèdent. C'est comme l'être humain. C'est-à-dire qu'une civilisation de façon générale, c'est-à-dire elles tous obéissent au schéma du vivant. Elles sont là, elles grandissent, elles croient, elles vieillissent, elles souffrent, et jusqu'à mourir et disparaître. Donc, un être humain aussi, c'est le devenir de l'être humain suit ce processus. Et une civilisation suit ce processus. Parce que la civilisation, en fait, est un moyen de développement de la science. Quand on dit une civilisation, c'est parce que cette civilisation, c'est parce que ces personnes ont maîtrisé l'outil qui est là. Et ils ont utilisé cet outil pour développer donc leur modernité, développer leur pays, développer leur façon de vivre, etc. Et donc, c'est pour ça mais chaque civilisation a eu un ordre divers et multiple. Chacune a sa façon de se développer, chacune a eu sa façon de s'épanouir, et ceci est important. Et donc, quand on remarque à chaque fois qu'il y a l'extinction ou bien le déclin d'une religion, il y a le déclin de la civilisation avec elle automatiquement.
Donc, il y a une forme de relation très intime entre une religion et une civilisation. Et donc, pourquoi je dis la religion? Parce que la religion a été toujours je dirais, euh, ce moteur qui a permis l'émergence de civilisations. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est qu'on parle de moins en moins de religion, d'accord? Et donc, on part à une nouvelle ère, une nouvelle forme, je vais parler tout à l'heure, d'accord? Ce n'est plus de l'humanisme, mais on passe à une phase de transhumanisme, et j'en parlerai. C'est-à-dire que l'homme ou la machine est en train de remplacer tout cet aspect spirituel qu'il y avait chez l'homme, d'accord, qui guidait l'homme dans sa démarche et qui guidait l'homme dans son développement. Et donc, c'est pour ça que j'attache une grande importance à la notion de religion, car la religion est quelque chose d'important dans le développement et l'épanouissement d'une civilisation. Alors ça, c'est mon premier point, c'est-à-dire que cette relation intime entre religion et civilisation, parce que vous allez voir pour moi ce nouveau monde qui va se développer, cette nouvelle science qui va se développer, il va y avoir une démarcation fondamentale entre l'homme et la foi et l'homme et la religion. Et nous allons avoir d'autres formes de religion, c'est-à-dire que l'on va croire à autre chose que Dieu, il va croire à d'autres choses qui sont complètement affolantes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, le monde de demain. Donc, je vais commencer d'abord par décrire qu'est-ce qui serait ce monde de demain. D'abord, les statistiques démontrent que d'ici 2050, nous aurons à peu près 9 milliards de personnes dans ce monde-là. Ça veut dire que 9 milliards de personnes, il faudrait les nourrir, il faudrait les habiller, il faudrait les transporter, il faudrait les employer, il faudrait les éduquer. Vous voyez, déjà avec la population qui existe aujourd'hui, nous avons les pires difficultés, d'accord, pour assumer tout ceci. Et donc, il y a un véritable défi aujourd'hui que pour le monde de demain, d'ici par exemple 2070, faire en sorte que 9 000 milliards soient sur cette planète et que ces 9 000 milliards, on puisse leur donner l'égalité des chances, d'accord, et qu'il n'y a pas de privilège de certains par rapport à d'autres, et donc faire tout ceci pour que ça soit. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans une économie mondiale axée sur la croissance, c'est-à-dire que tous les pays, donc vous voyez, on mesure à chaque fois le développement d'un pays par sa croissance, d'accord? Et donc, c'est un indicateur que tout le monde utilise cet indicateur, d'accord, cet indicateur de croissance, d'accord, toutes les instances internationales, pour dire que ce pays a réalisé cette croissance cette année, etc. Donc, on est toujours, et donc cette croissance va gonfler pendant des siècles et des siècles, d'accord. Donc, qui dit croissance dit consommation illimitée. Consommation des ressources naturelles, hein, consommation des ressources qui sont développées par l'homme, qui est l'agriculture par exemple, consommation illimitée des ressources naturelles, les hydrocarbures, toutes sortes d'énergie. Et donc nous sommes vraiment confrontés à un monde qui va de plus en plus être en demande, donc la demande va devenir de plus en plus chose. Alors la question qui se pose avec cette demande illimitée, est-ce que notre monde peut devenir un monde prospère? Tout ce que la question qui se pose, est-ce que le monde de demain sera un monde prospère? Est-ce que cela est permis par le fait qu'aujourd'hui il y a des nouvelles technologies qui apparaissent? Est-ce que ces nouvelles technologies peuvent garantir la prospérité du monde de demain? C'est la question qui se pose. Et chacun de vous, tout à l'heure dans le débat, pourra donner son point de vue par rapport à est-ce que la question qui se pose, est-ce que ces technologies vont apporter plus de prospérité, ou plus de crainte et plus de danger pour le monde de demain? C'est la chose qu'il y a ici. Donc, de façon générale, je dis, il y a de la place pour rêver de construire le monde que nous voulons, d'accord, au lieu de celui dans lequel nous sommes en train de devenir. Donc, nous avons deux choix. Soit que nous assumons et que nous subissons le monde dans lequel aujourd'hui nous vivons, et nous l'acceptons tel qu'il
comme une fatalité, d'accord? Ou bien nous sommes, d'accord, les, je dirais, décideurs, d'accord, de construire le monde que nous voulons pour demain. C'est-à-dire que nous sommes les véritables acteurs, d'accord, pour la construction du monde de demain. Donc ce sont ces deux questions. Est-ce que nous allons subir et nous acceptons le monde tel qu'il est aujourd'hui et dans le sens dont il se développe, ou bien nous devons être les acteurs qui devront construire le monde de demain. Donc il y a deux voies sur lesquelles, la fatalité, d'accord, ou bien non, je dois faire quelque chose pour sauver ce monde de demain. Donc voilà un peu ce que je voudrais, sur lequel je voudrais insister, et chacun pourra donner son point de vue sur le monde de demain. Parce que pourquoi? Parce que le monde de demain, chacun a une vision propre à lui, comment il voit le monde de demain. Je ne peux pas, moi, vous dire comment et vous imposer comme ma vision de monde qui sera demain. Non, il faudrait que chacun puisse nous dire son avis sur le monde qu'il veut qu'il soit demain. Alors, ce monde que nous voulons devenir, qu'il soit pour demain, il est porté par quoi? Il est porté par une planète. La planète qui porte ce monde, cette humanité, c'est la Terre. Donc, si nous voulons le monde de demain, ça veut dire que le support qui supporte l'humanité, le support qui nous supporte, d'accord, ce monde physique qui supporte cette Terre, c'est une planète, d'accord. Donc, la planète, c'est la planète Terre. Mais qu'est-ce que nous remarquons sur cette planète Terre, d'accord? La première des choses que nous remarquons et qui est la plus menaçante, c'est le réchauffement climatique. Un réchauffement climatique des plus, je dirais, préoccupants, d'accord, et qui est de plus en plus un danger et un risque majeur pour l'humanité. Deuxièmement, c'est-à-dire que cette planète Terre, d'accord, il y a de moins en moins de ressources d'eau. L'eau se fait de plus en plus rare, d'accord. Deuxièmement, il y a la disparition d'espèces. Il y a de plus en plus d'espèces qui disparaissent, d'accord. Et à chaque fois, d'accord, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a des ondes de choc qui apparaissent dans ce monde-là. Des ondes de choc, c'est-à-dire des catastrophes naturelles qui apparaissent. Donc ça veut dire que la Terre est menacée. Le devenir de la Terre, ce n'est pas le devenir du monde. Le devenir du monde, c'est nous. Mais le devenir de la Terre est menacé par rapport à cela. Donc ça veut dire que si nous devons sauver ce monde, nous devons en premier lieu sauver la Terre. Si nous devons agir aujourd'hui pour un monde plus prospère, pour un monde que nous voulons, nous devons agir en premier lieu sur notre comportement sur cette terre-là. Et donc notre comportement sur cette terre-là, c'est que devons-nous faire pour ralentir le réchauffement climatique? Que devons-nous faire pour avoir plus d'eau? Que devons-nous faire pour atténuer la disparition des espèces? Que devons-nous faire pour maintenir cette biodiversité? Et que devons-nous faire pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons? Donc, ce sont tous ces défis-là sur lesquels nous devons réfléchir. Par deux choses. Par le comportement de l'homme, en premier lieu, et deuxièmement, pour l'apport de la science. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs importants ici qui devront jouer un rôle pour la construction du monde que nous voulons demain. C'est d'abord le comportement de l'homme vis-à-vis de cette planète. Et deuxièmement, c'est que peut apporter la science pour atténuer ces ondes de choc. Donc, ça veut dire que nous devons trouver, d'accord, quelque chose qui va atténuer ces ondes de choc et donner une chose plus importante pour que cette Terre puisse survivre encore plus longtemps. Alors, donc, ce qui fait que nous devons faire tout ceci, donc ça veut dire que nous devons agir sur la planète en elle-même, et nous devons agir sur notre façon de vivre, notre façon et notre comportement sur cette terre. Alors, la question qui va se poser, puisque bon, nous vivons aujourd'hui dans ce monde, et qu'est-ce que nous remarquons dans ce monde, comme j'ai dit? La question que j'ai posée tout à l'heure, quel est l'apport de la technologie pour la prospérité de ce monde?
question qui est fondamentale, c'est-à-dire que est-ce que ces nouvelles technologies vont donner lieu à un nouvel avenir? Un nouvel avenir, ça veut dire que pour nous, est-ce qu'aujourd'hui, je peux redire ma question de toute façon, est-ce que ces nouvelles technologies sont-ils un salut pour le devenir de ce monde ou sont-ils une menace pour le devenir de ce monde-là? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce une menace ou est-ce un salut pour ceci? Et donc, la question qui se pose, est-ce que nous devons agir maintenant ou est-ce que nous devons attendre que le futur soit là pour que nous puissions agir? Nous avons deux situations. Soit nous agissons maintenant pour contenir ce danger, ou bien, fatalité, nous attendons que les choses soient là, et à ce moment-là, nous essayons de réagir. C'est le cas des changements climatiques. Nous n'avons rien fait pour atténuer ces changements climatiques. Et nous sommes devant le fait des changements climatiques. La menace est là. Et c'est que maintenant qu'on cherche à trouver des solutions pour résoudre le problème des changements climatiques. Mais si nous avions dès le départ construit, réfléchi à qu'est-ce que nous devons faire pour que nous n'attendions pas que l'avenir soit là et le futur soit là et que nous agissons sur le futur. Parce que pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de causalité. Situation de causalité, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause. Ça veut dire qu'il y a une causalité. Le futur dépend du présent et le présent dépend du passé. C'est-à-dire que la cause du futur, c'est le présent. Et donc cet effet qui est l'avenir, d'accord, le futur, nous pouvons dès maintenant interagir, d'accord, pour que l'effet de cette cause-là soit le minimum possible. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, les technologies, si nous devons réfléchir aujourd'hui à des technologies, il faut que ces technologies puissent pouvoir agir sur les causes, d'accord, de ces menaces qui menacent l'avenir de ce monde-là. Alors, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous sommes dans quoi? Ça, c'est une réalité. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'écrans. Les écrans sont partout. C'est un monde qui est plein d'écrans. C'est-à-dire, là où vous êtes devant un écran, un téléphone portable, un ordinateur, un téléviseur. Nous sommes dans un monde, d'accord, qui est inondé par les écrans. D'accord? C'est un monde qui est inondé par les écrans. C'est-à-dire que nous avons des écrans partout, dans nos mains, dans nos sacs, dans nos poches, partout nous avons dans notre travail. Partout, il y a cette interactivité de l'homme avec des écrans. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui est un monde interactif entre un écran et un homme. C'est-à-dire que ce n'était plus auparavant, il y a quelques décennies, d'accord, ce n'était pas un monde d'écran, c'était un monde d'humains. L'humain était en contact perpétuel avec l'humain. Nous étions en perpétuel contact entre nous. Dans la famille, on se réunissait, on parlait ensemble. Il n'y a plus ceci. Vous êtes dans une famille, chacun est devant son écran, son portable, en train de consulter son portable. Il n'y a plus de vis-à-vis qui est l'homme entre nous, d'accord? Donc nous sommes aujourd'hui dans une, je dirais, une pandémie d'écran autour de nous. Et donc ça veut dire que devons-nous continuer à vivre ainsi? Devons-nous nous adapter? Et là, c'est tous les chercheurs en sciences sociales et humaines qui doivent réfléchir à cet aspect qui est important, c'est-à-dire cette nouvelle façon donc, du comportement de l'homme, d'accord, vis-à-vis, d'accord, de son environnement, d'accord. Ça veut dire, et puis, l'enjeu, il est où? Ça veut dire que l'enjeu, c'est-à-dire que si nous allons continuer comme ça, nous allons être dans un système, un réseau bidirectionnel
qui transforme toute la Terre en une pièce numérique, avec tout le monde à l'intérieur. C'était que la Terre en elle-même va devenir une espèce d'écran, une espèce de système numérique où nous sommes les éléments de ce système numérique. Ça veut dire que tout le monde, c'est comme nous sommes dans une bulle, d'accord, et que tout le monde va regarder cette bulle, d'accord, comme si c'était la Terre était en elle-même un écran. Et ça, c'est quelque chose de vraiment... donc, ça veut dire que... Et ça correspond à quelque quoi? Donc, le fait d'avoir un écran, c'est quoi? Ça veut dire que la vie est un divertissement. La vie est un divertissement. Il ne faut pas que la vie soit un divertissement, mais il faut que nous réfléchissions à ce que le divertissement soit la vie. C'est ça la différence. Nous sommes aujourd'hui, la vie est pour nous juste un divertissement. Et la vie, il faut que la vie soit, que le divertissement soit la vie. Donc vous voyez, nous sommes dans une espèce de dilemme, parce qu'en fait, être avec un portable, être devant un téléviseur, devant un écran, c'est un divertissement en fait. Et donc voilà la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que nous allons évoluer vers un monde numérique, un monde virtuel, d'accord, où nous aurons une présence virtuelle et donc nous sommes considérés comme un élément de ce système numérique, ou est-ce que nous allons rester sur cet aspect physique d'une entité physique qui a son rôle à jouer dans ce monde réel et physique, d'accord, et que nous ne soyons pas encore engloutis dans un monde virtuel et un monde numérique. Ça, c'est ma troisième question que je pose et que nous allons essayer de discuter lors du débat. Alors, quelle sera donc dans ce cadre-là cette technologie qui va nous apporter tous je dirais, cette panoplie de divertissement? En fait, aujourd'hui, je dis, la vie d'un homme, c'est une espèce de divertissement. On est dans une situation de véritable divertissement. C'est-à-dire que les technologies pour nous ne sont pas un moyen qui va nous permettre de mieux vivre, de mieux appréhender la situation dans ce monde-là, mais ça va être plus un divertissement. Alors, et je me suis attelé, donc, l'avenir de la technologie. Qu'est-ce qu'elle va nous ramener, cette technologie, dans le futur? Je ne sais pas si vous avez vu le film Elysium, d'accord? Très beau film, d'accord? C'est-à-dire que cette vision dessus du monde de demain, dans ce film Elysium qui est très, très avant-gardiste comme film, où il nous dit que l'évolution donc, de l'espèce humaine, de façon générale, elle va être divisée en deux. Les super riches et tout le reste du monde. Ça veut dire que ceux qui vont être sauvés dans ce nouveau monde, c'est les super riches. C'est-à-dire qu'on va leur créer une planète virtuelle, d'accord? Dans cette planète virtuelle, ils auront tout ce qu'ils veulent pour pouvoir survivre. Et puis, il y a tout le reste du monde qui reste, d'accord, sur cette planète Terre, d'accord, et qui subit toutes les conséquences de la dégradation de cette planète, d'accord? Vous voyez que ce film avant-gardiste, il nous donne un peu une espèce de vision par rapport à celle. Et là, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que nous allons être dans un monde où et nous le remarquons, c'est-à-dire que partout, c'est un monde qui est interconnecté, vous avez plein de capteurs partout, d'accord? Partout il y aura des capteurs, partout il y aura, on peut vous surveiller, partout on saura ce que vous faites, partout on saura ce que vous ne faites pas. Et ça, c'est qu'aujourd'hui, et ça se passe aujourd'hui, nous sommes ce que nous appelons, à une époque donnée, la technologie a développé Internet. Internet, c'était pour connecter les gens qui soient connectés entre eux pour le transfert d'informations entre eux, pour communiquer entre eux, etc. Et puis aujourd'hui, donc, la technologie a avancé, on ne parle plus d'Internet. On parle d'Internet des objets. Ça veut dire que ce ne sont plus des humains qui sont connectés entre eux, mais ce sont des objets qui sont connectés entre eux. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que les objets vont communiquer entre eux, donc des objets physiques qui n'ont pas la vie, d'accord, qui vont communiquer entre eux et qui vont décider à notre place, d'accord, et qui vont avoir toutes les informations autour de nous.
d'accord? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les objets qui sont interconnectés, d'accord? Donc, vous avez votre portable, ben on saura à tout moment où vous êtes. On saura où vous êtes, d'accord? À n'importe quel moment, on saura où vous êtes. C'est déjà faisable maintenant avec le GPS. On sait à tout moment, si vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone portable sur vous, on saura tous vos déplacements, on saura où vous êtes allé, on saura qu'est-ce que vous étiez, etc. Et même où vous étiez, avec qui vous étiez, etc., etc. Donc, ça veut dire que l'intimité va disparaître dans ce monde. La technologie va briser la notion d'intimité dans ce monde-là. D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'une personne. La deuxième chose, c'est l'avenir de la santé. Là aussi, je me suis inspiré, hein, je suis la série de Star Trek, d'accord? Et dans Star Trek, Bones, qui est le médecin donc, de la station spatiale, il y a une chose qu'il appelle un tricodeur. Ce tricodeur, c'est un appareil, il détecte, il fait le diagnostic de la maladie et la guérit avec un hypospray. Est-ce que la santé, l'avenir de la santé de demain, d'accord, sera, comme l'a prédit, d'accord, le scénariste du film Star Trek, d'accord? Alors, moi, ce que je pense, que la santé de demain ne sera pas curative, mais elle sera préventive. La santé de demain, elle sera plus orientée vers le préventif que vers le curatif. Je vais m'expliquer. Ça veut dire quoi? Elle sera personnalisée. Ça veut dire que la santé de demain sera ce que nous appelons de la médecine personnalisée. Ça veut dire que je ne peux pas faire en sorte que vous allez chez le pharmacien, vous lui demandez un antibiotique, il va vous donner un antibiotique, mais l'antibiotique va être fait en fonction de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médicaments de demain, ce sont des médicaments personnalisés. Et ça commence à se développer. J'étais en Allemagne et j'ai vu que maintenant, il y a des pharmacies, d'accord, de médecine de précision, ce qu'on appelle de médecine de précision, et donc de la... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai dit préventif? Parce que, comme la technologie avance, ça veut dire que nous allons avoir des capteurs partout. C'est très simple. Maintenant, quand vous portez votre téléphone portable, vous pouvez, avec votre téléphone portable, prendre votre tension artérielle, prendre votre pouls, prendre votre saturation en oxygène, voir tout ce que c'est. Donc, ça veut dire qu'avec simplement avec votre portable, vous n'avez pas besoin d'autres instruments médicaux pour pouvoir faire certaines choses qui se faisaient avec d'autres appareils. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez avoir des capteurs qui peuvent vous donner, à un moment donné, ça peut vous donner automatiquement, sans rien faire, la glycémie, le taux de globules rouges, le taux de globules blancs. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir suivre l'état de la santé en temps réel. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça veut dire qu'on va passer à une médecine où le gène est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la médecine de demain, ça veut dire que chaque personne, au lieu d'aller faire, quand vous allez faire, on vous donne votre groupe sanguin, on va vous donner votre gène, votre code génétique. Et votre code génétique est important parce que, pourquoi? Parce que faire le génome d'une personne, ça va vous permettre de vous dire, vous êtes des gens, vos gènes, d'accord, sont prédisposés pour certaines maladies. Donc aujourd'hui, à l'ADN, à partir du génome, on peut savoir si vous êtes prédisposé pour le cancer du sein ou si vous êtes prédisposé pour le diabète. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont en train de faire le génome de leur population pour pouvoir faire en sorte de pouvoir arriver à ceci. Donc, ce qui fait qu'elle sera plus préventive. Donc, ça veut dire qu'on vous dira, voilà, vous êtes prédisposé pour cette maladie, alors il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ça, etc. Donc, pour pouvoir ne pas être dans la situation du curatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'homme va prendre plus soin de sa santé et être en mesure de savoir son état de santé en temps réel. Il n'aura pas besoin d'aller chez un médecin. Ça, c'est pour l'avenir de la santé. L'avenir de l'alimentation. Là aussi, en 1971, il y avait une série qui s'appelait Willy Monkey and Chocolate. Hein?
C'est-à-dire, vous pouvez commander tout ce que vous voulez et on vous servira sur place. Vous avez le plat et vous avez la commande que vous voulez sans que vous puissiez avoir à faire appel à des ingrédients pour préparer tout ça. Parce que pourquoi? Parce que l'alimentation, l'avenir de l'alimentation, comme j'ai dit, il y aura 9 milliards de personnes sur cette planète. Toutes les terres cultivables ne seront pas suffisantes pour nourrir cette planète. Impossible qu'aujourd'hui, avec la croissance démographique, parce qu'en fait, la croissance démographique, elle augmente, mais les terres cultivables sont toujours les mêmes. Nous avons la même surface planétaire. La surface planétaire ne va pas changer. Donc la solution aujourd'hui, c'est l'agriculture verticale. Ce n'est plus de l'agriculture horizontale, comme nous l'entrevoyons auparavant, mais ça va être de la culture verticale. C'est-à-dire que les cultures vont être génétiquement modifiées pour qu'elles s'adaptent à cette culture verticale, puisque les cultures hors sol, ça veut dire que nous allons commencer, et ça commence, à faire des cultures hors sol, c'est-à-dire on n'a plus besoin de sol, d'accord? Mais pour cela, il faut modifier les variétés, il faut modifier les espèces. Donc il faut interférer avec le génome de ces espèces-là, d'accord? Pour avoir une plus grande quantité d'alimentation pour pouvoir alimenter cette population. Ça, c'est les trois choses. Voilà comment j'entrevois le monde de demain. Mais maintenant, quel est le rôle de la science pour demain? Tout ceci, c'est vrai, c'est beau pour faire tout ceci, mais donc ça, c'est le monde de demain, comment il sera. Mais maintenant, la question qui se pose, la science de demain, elle va évoluer comment? Parce que la technologie, il faut le dire, telle qu'elle est aujourd'hui perçue, la technologie d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse une différence entre l'avancée de la science et l'avancée de la technologie. L'avancée de la science n'est pas aussi évident que l'avancée de la technologie. Parce que l'avancée de la technologie, ce n'est pas les grands, je dirais pas, c'est des grands bouleversements scientifiques qui ont été faits. Mais c'est plutôt de l'engineering, d'accord, de la créativité, de l'innovation pour arriver à ces technologies-là. Nous utilisons toujours les mêmes concepts de la science aujourd'hui dans les technologies, mais la technologie, elle devient de plus en plus petite, elle devient de plus en plus rapide, la dimension elle est de plus en plus petite, etc. Mais maintenant, ce qui est important, comment doit s'adapter cette science? Qu'est-ce que nous devons faire pour que la science de demain, est-ce qu'elle sera complètement différente de la science que nous faisons aujourd'hui? Ou est-ce que c'est juste une continuité de la science qui se fait aujourd'hui et on va continuer à réfléchir de la même façon? Ou faut-il qu'il y ait carrément un changement de paradigme? Une façon complètement différente de réfléchir. Et là, ça va me ramener à deux aspects fondamentaux qui ont toujours été, disons, les moteurs et je dirais les moteurs de développement de l'humain et le développement de la connaissance. Alors aujourd'hui, nous sommes entre deux dilemmes. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Qu'est-ce que ça veut dire l'humanisme? Il y a beaucoup de personnes qui ont des bouquins aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un monde tel qu'il était dans le siècle des Lumières, d'accord, où l'homme était au cœur de ce cosmos, l'homme c'était le centre de cet univers, l'homme était l'élément central de cette terre-là, l'élément central de cette humanité, d'accord? Et donc tout se construisait autour de l'homme, mais l'homme pas en tant qu'élément physique, mais l'homme en tant qu'esprit. C'est-à-dire que l'homme, c'était les pensées de l'homme, comment développer les pensées de l'homme, comment développer l'esprit de l'homme, comment développer tous ces aspects donc, de la pensée de l'homme pour pouvoir faire avancer quoi? Faire avancer la science.
Donc, faire avancer la science, c'est que l'homme apporte une nouvelle pensée, apporte de nouvelles idées, apporte de la créativité par rapport à cela. Et donc, ça, c'était tout ce qui était autour de l'humanisme, c'est-à-dire l'homme au cœur de cet univers. Et donc, ça veut dire que nous cherchons à donner le meilleur de lui, à comment donner le meilleur de l'homme, de lui-même, d'accord, pour qu'il puisse. Et donc, l'humanisme était essentiellement lié à la notion de progrès. C'est-à-dire que comment établir du progrès sur la base de l'homme. C'est-à-dire comment l'homme peut interagir avec cet environnement pour assurer un progrès à l'humanité. Donc, la notion de progrès était fondamentale, d'accord, pour pouvoir arriver aujourd'hui à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, il y avait cette notion de progrès. Donc, l'homme était essentiellement, avait cette relation intime avec le progrès. Mais pour assurer le progrès, il fallait que l'homme réfléchisse. Il fallait que l'on développe de nouvelles théories. Il fallait que l'on développe de nouvelles connaissances. Il fallait que l'on développe de nouveaux savoirs, d'accord, pour pouvoir assurer ce progrès. C'était la période de l'humanisme. Et puis, soudain, il y a quelques années, il y a un courant qui apparaît. Il y avait déjà des gens qui ont réfléchi, ça fait bien longtemps, d'accord? Le transhumanisme. Ce n'est plus, c'est toujours un humanisme. Développer l'homme, mais pas transcender l'homme. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire transcender l'homme? Ça veut dire comment je peux accroître les capacités de l'homme, d'accord, pour qu'il devienne un surhumain. Comment je peux interagir sur l'homme pour augmenter sa durée de vie? Comment je peux interférer sur l'homme, d'accord, pour qu'il puisse avoir plus de force, hein, plus d'énergie, plus ceci. Donc ça veut dire que ce n'est plus l'homme, ce n'est plus l'esprit de l'homme, ce n'est plus les pensées de l'homme sur lesquelles je vais jouer, mais c'est sur le physique de l'homme. L'humanisme jouait sur l'esprit de l'homme, et c'est comme ça qu'il y a eu le progrès de la science. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'homme qui va réfléchir, mais c'est la machine qui va réfléchir à la place de l'homme. C'est-à-dire que l'esprit, qui était le point essentiel, et cette capacité intrinsèque de l'homme, va disparaître. Ça veut dire que tout ce qui faisait l'homme et qui faisait cette différence de l'homme par rapport à toutes les autres espèces, c'est-à-dire réfléchir et développer des pensées, va être remplacé par des machines. Qu'est-ce qu'on cherche à faire sur l'homme aujourd'hui? C'est qu'on puisse le doter de super pouvoirs. C'est-à-dire comment transformer l'homme tel qu'il est aujourd'hui en un être, d'accord, qui va être un super Dieu. On peut dire ça, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas mourir, quelqu'un qui va tout faire, etc. Ça, c'est ça le transhumanisme. C'est ça le transhumanisme dans lequel. Parce que auparavant, dans la notion d'humanisme, il était basé sur 3 principes fondamentaux. La raison, la science et la connaissance. Un humain, c'était quoi d'abord? Il fallait qu'il soit doté d'une raison, qu'on lui prodigue de la science et qu'il acquit des connaissances. Et ce sont ces 3 éléments qui assurent le progrès dans une société. Et c'est comme ça que s'est fait le progrès dans ce monde-là. Mais là, on arrive à une rupture totale qui fait qu'aujourd'hui, cette rupture fait que tous, la façon dont nous avons réfléchi, anthropologues, sciences sociales, humaines, ou tous pour pouvoir faire en sorte de développer l'homme modèle, c'est-à-dire l'homme modèle doté d'une raison de science et de connaissance, va disparaître. Ça veut dire que cet élément qui permettait de dire et de différencier les hommes entre eux par rapport à leur intelligence, par rapport à leur sagesse, par rapport à plein de choses, va disparaître. Parce que toutes ces choses que font vont être remplacées par une machine. Et donc la question qui va se poser, la technique est-elle au service de l'homme ou l'homme est-il au service de la technique qui s'est développée comme une entité autonome? Ben oui.
La technique est-elle au service de l'homme ou bien est-ce que l'homme est au service de la technique? Alors, on va être au service de la technique. Parce que ce sont des machines qui vont être, elles, qui vont régir et qui vont décider de l'avenir. Et comme l'a dit Michel Foucault, dans une expression célèbre, peut-être entrons-nous dans un âge de la mort de l'homme. Effectivement, ça veut dire que si dans quelques années, décennies, ce n'est plus l'homme qui va réfléchir, mais c'est la machine qui va réfléchir, on commence en le constatant dans bien beaucoup de choses. En constatant que c'est la machine parfois qui décide, d'accord, qui décide à la place de l'homme. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, ça veut dire que le monde de demain, la science telle que nous la concevons aujourd'hui, dans un esprit de transhumanisme, c'est l'âge de la mort de l'homme. Et ceci va induire des bouleversements extraordinaires. Parce que ceci va remettre en cause tous les fondements de l'humanité. L'amour. Comment allons-nous concevoir l'amour dans ce monde-là? Et là, il y a plusieurs aussi films qui sont développés dans ceci, d'accord? L'amour entre une machine et un homme. Ça peut se concevoir. Et ça peut s'entrevoir. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ce monde dans lequel nous évoluons, tel que la science évolue aujourd'hui, parce que la science évolue aujourd'hui dans ce sens-là. La science évolue dans un transhumanisme le plus fatal pour l'humanité. Parce que dans notre vie, nous introduisons de plus en plus de machines, et les machines font de plus en plus de choses à la place de l'homme, et encore plus, avec l'introduction de l'intelligence artificielle, nous allons dans un monde, d'accord, puisque vous regardez le terme, l'intelligence artificielle. Ça veut dire que nous allons dans un monde où nous n'aurons plus besoin de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine va disparaître. Donc, si son intelligence va disparaître, à quoi bon il va rester dans ce monde? Et donc, ça veut dire que nous devons faire en sorte qu'il y ait un équilibre. Je ne dis pas non contre la technologie. Je ne dis pas non contre l'intelligence artificielle. Si cette intelligence artificielle est au service de l'homme, comme j'ai dit, la technique est au service de l'homme, mais si l'homme est au service de la technique, ça c'est dangereux. Il faut que la technique soit au service de l'homme. C'est un outil qui va lui permettre de mieux se soigner. C'est une technique qui va lui permettre de mieux se nourrir. C'est une technique qui va lui permettre de mieux s'éduquer. Mais si l'homme devient au service de la technique, ça veut dire que c'est la machine qui va décider du sort de l'homme. Et donc ça nous interpelle et ça nous pose des choses que nous devons réfléchir ensemble. Et donc voilà, quelle sera donc la science de demain? Elle va reposer sur quoi? Tout d'abord, la science de demain, et ça c'est je dirais imparable, c'est la science de l'infiniment petit. Nous allons dans un monde de plus en plus petit. Le dimensionnement va devenir de plus en plus petit. Les objets qui vont être développés aujourd'hui vont être de plus en plus petits. C'est-à-dire que nous allons utiliser les confins je dirais, du monde de l'infiniment petit, d'accord, pour pouvoir faire en sorte de développer des choses nouvelles. Donc la science de demain sera essentiellement tournée vers l'infiniment petit. Si auparavant la science d'aujourd'hui était tournée plus vers ce que nous observons, que nous touchons, au monde dans lequel nous vivons, le classique ou le relatif, mais l'infiniment grand,
mais celle de demain sera essentiellement tournée vers celui de l'infiniment petit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tourner vers l'infiniment petit? C'est-à-dire, nous allons de plus en plus vers les briques élémentaires de ce monde-là. Les briques qui ont permis la construction de ce monde-là. Que ce soit le monde physique ou que ce soit le monde vivant ou que ce soit le monde cognitif. C'est-à-dire, nous allons de plus en plus vers ce monde de l'infiniment petit. Ce qui dit l'infiniment petit, c'est l'informatique, le bit. C'est la brique élémentaire de l'information, le 0 ou le 1. Ça veut dire que nous allons être inondés par un ensemble de 0 et de 1 et que tout ce monde-là sera régi par des successions et des séries de 0 et de 1. Vous allez être reconnu par un code informatique que par autre chose. Deuxièmement, nous allons aller vers un monde physique matériel. Et le monde physique matériel, les briques élémentaires, c'est l'atome. Ensuite, le monde du conscient, c'est-à-dire cognitif, le monde de l'esprit, c'est-à-dire la brique élémentaire, c'est la neurone. Et le monde du vivant, la brique élémentaire, c'est les gènes. Ça veut dire que la science de demain sera essentiellement la maîtrise, la manipulation, la maîtrise et la manipulation de ces quatre choses-là, qui seront le fondement de la science de demain. Le bit, l'atome, le neurone et le gène. Toute la science de demain sera ceci. Et puis, chose la plus complexe, les gens vont parler, la fusion entre ces quatre briques élémentaires. La fusion entre ces quatre briques élémentaires va donner des surhumains. C'est ça le transhumanisme. La manipulation de ces quatre briques élémentaires du monde et de la vie, si j'arrive à les manipuler, si j'arrive à les fusionner, je vais fabriquer les cyborgs de demain. Et donc, vous voyez, c'est la fusion entre la nanotechnologie, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives. Donc, ça veut dire que nous allons, et puisque nous allons à l'infiniment petit, nous allons passer d'un monde classique à un monde quantique. Ça veut dire que la science de demain sera la science du quantique. Et nous commençons à le sentir, cette science du quantique. Alors, pourquoi? Ça veut dire la science de demain, et j'en avais parlé la dernière fois, comme j'ai dit, est-ce que la science est explicative ou descriptive, et que l'homme a développé des lois pour pouvoir comprendre le monde dans lequel il vivait, et de pouvoir décrire les phénomènes dans lesquels il était confronté, d'accord? Il développait des lois, il développait des théories, d'accord? Pour connaître la nature, d'accord? Et ses lois. Maintenant, la science, elle ne cherche pas à connaître ces lois. Elle cherche à les transformer. C'est extraordinaire, extrêmement dangereux. C'est comme quelqu'un qui me disait, la science veut absolument, et c'est ça le danger des transhumanistes, la science veut remplacer Dieu. Fabriquer des hommes, fabriquer des êtres humains, mais qui sont en réalité des machines, mais qui ont les mêmes fonctions que l'homme. Et donc ça me remet en cause à quelque chose de fondamental, qui peut être pour moi le hic dans ce transhumanisme, le hic de cette révolution de vouloir transformer les lois de la nature et non pas d'engendrer et de découvrir les lois de la nature telles qu'ils sont, mais d'essayer d'interférer sur les lois pour les changer, c'est-à-dire changer le comportement de la nature, va être confronté à une chose. Auparavant, la science était basée sur la simplicité. C'est ce qu'on appelle le réductionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le réductionnisme?
Je vais vous donner un exemple. Je l'ai dit la dernière fois. Vous avez une molécule d'oxygène et une molécule d'hydrogène. L'hydrogène et l'oxygène ont des propriétés. Les propriétés de l'oxygène sont connues et les propriétés de l'hydrogène sont connues. Est-ce que la fusion des propriétés de l'hydrogène avec de l'oxygène, sachant les propriétés de l'oxygène et sachant les propriétés de l'hydrogène, si je vais les mélanger, d'accord, normalement, la chose que je vais obtenir, d'accord, ne peut être que la somme de ces deux propriétés. C'est ce qu'on appelle le réductionnisme. C'est-à-dire que je peux trouver les propriétés d'un objet à partir des propriétés de ses éléments fondamentaux. Ça, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme dans la science. Ça veut dire que si j'ai une molécule d'oxygène et une molécule d'hydrogène et je les mélange, ça veut dire que le produit que je vais avoir ne peut pas être autre chose que les propriétés de ces deux choses-là. Mais qu'est-ce que je remarque? Quand je mélange une molécule d'hydrogène avec une molécule d'hydrogène, d'accord, j'ai autre chose qui est complètement différente, qui est l'eau, qui n'a ni les propriétés de l'oxygène, ni les propriétés de l'hydrogène, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la science, c'est la science de la complexité, et le contraire du réductionnisme, c'est l'émergence. Ça veut dire que vous apportez la somme des deux propriétés est la propriété de l'élément final est plus importante que la somme des deux propriétés initiales. C'est ça ce qu'on appelle l'émergence. The more is different, comme le disait Anderson, le prix Nobel de physique. C'est-à-dire que le résultat est complètement différent de l'objet avec lequel je suis arrivé à ce résultat. Et partout ce monde-là est régi par l'émergence. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire l'émergence, de façon générale? Quand on parle d'émergence, vous avez vu des fourmis. Si vous prenez des fourmis individuelles, comme ça, elles n'ont aucune signification. Pour que les fourmis puissent avoir une force, il faut qu'elles se regroupent. En se regroupant, soudainement, c'est quand vous voyez les oiseaux, des nuées d'oiseaux dans la... Vous dites comment ils se fait le fait qu'ils sont comme ça en nuée. Est-ce qu'ils se communiquent, est-ce qu'ils font entre eux, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émergence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun était dans un endroit. Et puis, soudainement, par un esprit divin, ou je ne dirais pas dans ce sens-là, ils ont émergé en une nuée ou émergé en ce que j'appelle une structure organisée. C'est-à-dire, à partir d'une structure désorganisée, émerge soudainement une structure qui est organisée. Et dernièrement, il y a eu une expérience qui a été faite par des Américains sur ces phénomènes d'émergence. Ils ont pris une goutte d'eau. Et ils ont mis une bactérie dans cette goutte d'eau. Et ils ont remarqué que le fait d'introduire cette bactérie dans une goutte d'eau crée un vortex. Qu'est-ce que ça veut dire, créer un vortex? Ça veut dire que le comportement de la bactérie au centre de cette goutte d'eau, il tourne dans un sens. Mais les bactéries qui sont à la périphérie de cette goutte d'eau, ils tournent dans l'autre sens. Maintenant, est-ce que ce phénomène était prévisible? C'est pour ça c'est important. Je dis tout à l'heure, le réductionnisme, c'est-à-dire qu'à chaque effet, il y a une cause. Si je connais la cause, je peux connaître l'effet. Et si je connais l'effet, je peux connaître la cause. Un principe de causalité. Mais dans l'émergence, on perd cette notion de causalité.
Ça veut dire que même si je connais la cause, je ne peux pas connaître l'effet. Parce qu'il y a quelque chose de soudainement qui émerge. C'est l'émergence. Une nouvelle structure se forme, qui n'était nullement prévisible. Alors, la question qui se pose maintenant, et c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a aucune loi qui permet d'appréhender cette science de la complexité et cette science qui est liée à cette notion d'émergence. Une loi divine. Est-ce que l'homme pourra un jour maîtriser cette science de la complexité? Dans un être humain, vous avez plusieurs organes, mais soudainement, vous avez l'émergence de fonctionnalités. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai dit, la science de demain ne pourra pas, à mon sens là, transgresser le principe de la complexité, le principe de l'émergence, que beaucoup de phénomènes. Parce que dans la science aujourd'hui, elle est essentiellement basée sur le réductionnisme. C'est-à-dire que la science de demain est une science prévisible. Ça veut dire que la science de demain de ces machines, de ce transhumanisme, il faut que, si je connais les causes, je connais les faits que vont induire ces causes. Mais dans la réalité des choses dans ce monde-là, beaucoup de choses ne se font pas par réduction, mais elles se font par émergence. Et donc la science de demain, je ne pense pas qu'elle serait capable de maîtriser la science de la complexité. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça qu'il y a encore de l'espoir à pouvoir arrêter tout ceci et aller vers le monde de demain. Et donc, je vais terminer que le monde de demain sera plus la révolution de l'ordinateur quantique et des cristals temporels. J'en parlerai la prochaine fois parce que vous savez, il y a une révolution terrible qui se fait aujourd'hui. Le cristal temporel, prix Nobel de physique dernièrement, qui a découvert cette nouvelle forme de cristal temporel. Je vous laisserai la prochaine fois vous parler du cristal temporel parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va révolutionner la science, quelque chose qui va révolutionner la forme avec laquelle nous voyons le monde aujourd'hui. Et des choses qui vous paraissaient des science-fiction auparavant vont devenir des réalités. Ça, c'est le développement de la science. Au service de l'homme. La technique au service de l'homme. Et non pas l'homme au service de la technique. Je vous remercie. C'est fini. Et puis, c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop m'attarder. Je laisse le débat ouvert. Et nous pourrons discuter pleinement de ces choses-là. J'ai été très, très vague, très général. Je n'ai pas voulu aller dans le fondement des choses, mais c'est plus, je dirais, plus un appel à la conscience humaine, un appel au réalisme, un appel à comment faire pour que nous puissions nous construire l'avenir de demain, nous construire le futur, d'accord, et non pas subir le futur tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était vraiment très passionnant. Beaucoup de sémantiques nouvelles pour le grand public. Et avec le thème du cristal très La ancien. prochaine fois, Voilà. temporel. Là, on a déjà un avant-goût et Ouais, ouais. ça permettra on invite tout le monde à aller un petit peu dans sa recherche pour être en diapason lors de la prochaine conférence. Donc, le débat est ouvert. S'il y a des personnes qui désirent lever la main pour poser une question, vos questions sont les bienvenues. Ouais. Ou comme on dit dans les conférences, avez-vous tout compris? Voilà. Parfois, les deux extrêmes, hein, quand on comprend tout et on est sidéré d'avoir à la fois tout compris, mais rien maîtrisé. Ah oui, ah oui, ah oui.
Alors, vous préférez l'oral ou l'écrit? Alors, on Écoutez, a une moi, question. Ben, on va voir l'écrit. S'il y a comme question, s'il on donne n'arrive la pas à le parole dire, le à faire. Amel, puisqu'elle a posé la question par écrit. Elle pourra la lire elle-même, c'est mieux. Donc voilà, Allez-y. on donne la parole à Amel Amour Hakima Bouri. Voilà. Tout le monde Bonsoir. peut activer son micro, hein. Très bien. Bonsoir Bonsoir. Amel, oui, تفضلي. Bonsoir, merci. Donc, j'avais posé, merci professeur Ouareg, Ouareg plutôt, et merci docteur Barli, merci à tous. Le sujet, il est super passionnant et je ne pense pas que le timing va permettre enfin, à dire et à parler de tout ce qui trotte dans ma tête déjà. Donc, je voulais juste vous demander, voilà, la première question qui est venue en tête, c'était Ouais, sommes-nous en train de vivre, sommes-nous en train de vivre ouais. la fin d'une civilisation, de notre civilisation, pour laisser peut-être une nouvelle civilisation qui est en train d'émerger? Ça, c'est la première question. Vous Ouais. avez aussi posé une question après l'introduction. Vous avez dit est-ce que le monde de demain va devenir prospère? Et Ouais. moi, j'aurais aimé que enfin, j'aurais aimé parce que c'est une question, j'aurais répondu et dit, je ne sais pas, ou peut-être, mais si vous l'avez posée en disant comment le monde de demain va devenir prospère, ça ouvre peut-être sur des solutions pour pouvoir le créer. Et j'avais aussi une troisième question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport est-ce que le savoir, si je suis prédisposée à faire une maladie par rapport à la nouvelle médecine, ne va pas l'accélérer dans le futur. Ce serait bien D'abord, si je sache, c'est-à-dire l'idéal pour moi aujourd'hui, c'est de savoir comment ne pas l'avoir. C'est de savoir par l'information, par voilà. Vous avez aussi vous savez, il y a beaucoup de questions qui sont posées là. Hein. Je sais pas si j'arrive et à c'est pour ça répondre que à j'étais en toutes train de les les questions. écrire parce que Oui, 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 il y a plein de questions que je vois ici. ok, alors D'abord, je dis j'envoie là que ça. la première chose qui est fondamentale, et je le dis aujourd'hui à tous nos chercheurs dans les sciences sociales et humaines, c'est un enjeu et une chance formidable pour nos chercheurs dans les sciences sociales et humaines de s'adapter aujourd'hui, de prendre ce nouveau train qui est en train de démarrer. Si l'ancien train, nous n'avons pas pu l'attraper et donc être à l'heure avec lui, d'être au moins avec ce nouveau train à l'heure et le prendre et pouvoir voyager dans ce nouveau train. Le train de cette transhumanité. C'est-à-dire que les sciences humaines et sociales devront avoir un rôle important à jouer. Parce qu'aujourd'hui, c'est les comportements nouveaux de l'homme avec son environnement, des comportements sociétals complètement différents. Parce que les comportements sociétals des décennies, ce n'est plus même les comportements sociétals aujourd'hui. Je dis que nous sommes dans un monde interconnecté, que la machine remplace ce que l'homme pouvait faire pour un autre homme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un terrain vierge. C'est beaucoup de solutions vont venir de ces philosophes, de ces sociologues qui peuvent nous donner au moins des solutions pour pouvoir, je dirais, comment nous voyons un monde prospère d'abord. C'est quoi un monde prospère pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire la prospérité pour nous? Est-ce que la prospérité, c'est d'être en meilleure santé? Est-ce que la prospérité, c'est le bonheur? D'accord? Est-ce que la prospérité, c'est l'amour entre nous qui va se développer de mieux en mieux? Donc, ce sont tous ces éléments que nous devons prendre en considération. Maintenant, les civilisations. Vous avez parlé de civilisation. Je l'ai dit, est-ce que nous disons que nous sommes dans une nouvelle civilisation? Nous ne sommes pas dans une nouvelle civilisation. Parce que la civilisation est synonyme de pouvoir. Hein?
synonyme d'une connotation, d'accord? Quand on parle de civilisation à l'époque chrétienne, c'est à l'époque chrétienne. La civilisation grecque, c'est à l'époque des Grecs qui l'ont fait. La civilisation arabo-musulmane, c'est par rapport à une franche catégorie de personnes, d'accord? Parce qu'ils étaient, et je l'ai dit, ces civilisations sont fortement liées à la religion. Quand la religion est forte, la civilisation est forte. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce monde spirituel qu'il y avait auparavant. La religion n'a pas autant de force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la seule peut-être religion qui a gardé ses repères, la religion qui a continué à prospérer, c'est l'islam. Et c'est pour ça que toutes les autres nations, vous le voyez dans tous les débats qui se développent dans le monde, qu'est-ce qui leur fait peur? C'est l'islam. Tous, dans leur discours politique, c'est le danger, c'est l'islam. Parce qu'il garde ses repères et qu'il garde ses valeurs, hein, et qui continue à se développer dans ce monde qui fait un équilibre entre la spiritualité et la modernité. On parlait des autres religions, il n'y a plus de repères dans les autres religions. Les pays qui sont dans ce cadre-là ont perdu tous leurs repères. Quand on arrive à autoriser les mariages entre hommes, ce n'est plus de repères. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de ce que la nature a elle-même procréé. La nature elle-même, comment elle se développe. Donc c'est pour ça que j'ai dit, et c'est pour ça que je suis peut-être optimiste, qu'il y aura une résurgence, une réémergence de la civilisation arabo-musulmane, un jour ou l'autre. Parce que c'est la seule religion qui a gardé des repères et que ceux qui tiennent à ces repères-là ont gardé un minimum d'humanisme. Il y a des choses que nous ne pouvons pas transgresser, il y a des limites, il y a des frontières qu'il ne faut pas dépasser. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, parler de civilisation aujourd'hui, il n'y a pas de civilisation, nous ne sommes pas une civilisation, il n'y a pas de repères. C'est quoi une civilisation? Civilisation qui a réalisé un progrès et qui a apporté à l'humanité un progrès. Civilisation a apporté des progrès pour l'humanité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas identifier une civilisation s'identifier par rapport à des repères. Aujourd'hui, nous n'avons pas une civilisation qui peut s'identifier à des repères. Deuxième question que vous avez posée par rapport à ce que nous pouvons remplacer dans des maladies, etc. J'en suis sûr, c'est ça ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que la technique soit au service de l'homme, que la technique peut pouvoir augmenter les chances de survie d'un homme, que la science, la technique peut éradiquer le cancer dans ce monde-là, que la technique peut éradiquer certaines maladies dans ce monde-là. C'est ce que nous souhaitons, que la technique soit au service de l'homme, mais que l'homme soit au service de la technique et que la technique va utiliser l'homme comme un cobaye pour faire des choses. Là, ça, c'est absolument dangereux. C'est absolument dangereux. Ça veut dire qu'on va fabriquer un homme. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est ça qui est incroyable. Et beaucoup de recherches se font, il y a beaucoup de développement, qu'on peut arriver un jour à télécharger les pensées de l'homme et télécharger le cerveau de l'homme, l'intelligence de l'homme. Et la transposer, donc ça veut dire que si je la télécharge, ton cerveau, il est dans une machine. Ça veut dire que j'avais une machine qui s'appelle Hafid, une machine qui s'appelle Ilyes, qui remplace Ilyes, et donc ce sont les Hafid et Ilyes dans le virtuel qui vont se parler, c'est des machines. D'accord? C'est ça le transhumanisme. C'est ça, si nous ne faisons rien, nous allons vérifier. Donc ça veut dire que l'homme doit à un moment donné refuser aussi. J'ai dit qu'il y a eu des limites. Est-ce qu'aujourd'hui, sommes-nous capables, et c'est ça l'égoïsme de l'homme, sommes-nous capables de dire basta, je n'ai plus le droit d'avoir ceci chez moi. Je n'ai plus le droit d'avoir ceci chez moi. C'est la quête aujourd'hui, avoir le plus de technologie chez soi.
et connaître les dangers sans savoir les dangers de ces technologies qui peuvent apporter. Voilà, si j'ai pu répondre, et s'il y a d'autres questions, donc allez-y. Alors, d'autres questions? Qui veut prendre la main? Ah ben non, comme je dis ici, c'est-à-dire que ben c'est sûr, l'intelligence artificielle, nous allons aller vers un monde de plus en plus robotisé. C'est-à-dire que les hommes, les robots vont remplacer toutes les tâches de l'homme. Vous allez avoir donc une femme de ménage, un robot. Hein? Vous allez avoir une femme une cuisinière qui est un robot, hein? Qui va faire tout ça à votre place, d'accord? Et donc, ça va devenir. Et puis, c'est à un moment donné. Parce que vous savez, un robot, c'est quoi? Une machine, c'est quoi? De l'intelligence, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle de l'apprentissage. Et un robot, c'est comme un humain. S'il est doté d'intelligence artificielle, il va aussi passer par des phases d'apprentissage. Et plus il va apprendre, plus il va être indépendant et autonome. Et plus il va être indépendant et autonome, plus à un moment donné, vous ne pouvez plus le commander, c'est lui qui va vous commander. Voilà, hein? Et donc, c'est pour ça que j'ai dit l'intelligence artificielle, si elle est. C'est pour ça que j'ai dit les humanistes, les sciences sociales et humaines ont un rôle à jouer, un très grand rôle à jouer justement pour ne pas aller dans les dérives de la science et ne pas aller dans les dérives de l'intelligence artificielle. Il y a un problème d'éthique qu'on doit respecter. Il faut que l'éthique soit un élément fondamental dans le développement de la science. Si l'éthique n'est pas prise en considération dans le progrès de la science, nous allons à la dérive. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Et ça, je le dis, je le répète, ce n'est pas parce que quelqu'un qui est dans l'informatique ou quelqu'un qui est dans des technologies s'en fout de l'humanisme. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes ou ces États ou ces sociétés ne cessent que s'enrichir. Ils s'en foutent du devenir de l'humanité. Donc, il faut que nous puissions agir à travers nos philosophes et nos sociologues pour qu'il y ait la prise de conscience et que l'éthique soit un vrai guide de la promotion de la science. On peut dire même que les sciences humaines et les sciences sociales vont devenir une source de prise en charge même de la bonne santé parce que les traumatismes transgénérationnels n'auront leur solution et leur explication que dans ces sciences humaines et ces sciences sociales pour essayer d'être dans la compréhension et non pas dans le déni. Donc, la place des sciences humaines est totale. Et je l'ai dit, tout à l'heure, j'ai dit comment nous pouvons nous intervenir pour configurer le futur de demain. Donc, ce sont ces philosophes, ces sociologues qui ont un rôle important à jouer pour configurer l'avenir de demain en interagissant sur la société d'aujourd'hui. Et quelque part, une des spécialités qui sera, comment dirais-je, qui aura sa place chez les médecins, c'est de faire des listes, comme à un certain moment, les médecins faisaient par exemple des licences psychologiques. Maintenant, les licences de sciences humaines et de sciences sociales, ben, d'ailleurs la psychologie, la question est-ce qu'elle est dans les sciences humaines ou sciences sociales? Elle y est dans les Non, deux. aujourd'hui, nous sommes dans une science transfrontalière dans les disciplines. Voilà. Nous ne sommes plus dans cette science unidirectionnelle, cette science qui est figée dans une discipline. La science n'évolue plus maintenant de cette façon. La science est transfrontalière entre les disciplines. Donc nous cherchons plus aujourd'hui, donc dans tout le monde, partout, on cherche la transdisciplinarité dans la science. Voilà. Ce n'est plus le médecin qui est isolé, ce n'est plus le physicien qui est isolé, mais ils doivent travailler ensemble, fusionner. La science de demain, c'est la fusion des disciplines. Comme j'ai dit, l'atome, les nanotechnologies, les gènes, les neurones, il faut que tout ça soit ensemble pour pouvoir définir la science de demain. Il y a des limites dans les autres sciences, mais
C'est pour ça. Mais toujours, j'ai dit, et j'en suis certain, que l'émergence d'une science de demain, c'est-à-dire que vous savez, les civilisations, l'humanité, d'accord, est cyclique. Ouais. À un moment donné, c'était l'ère des philosophes, les Grecs. Hein? Ouais. Ben, je pense que nous allons revenir à cette ère-là. Que ce monde Certainement. sera plus régi par la pensée parce que nous allons perdre ses repères à penser. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réémergence de la pensée pour remettre les choses à leur place. Sinon, ça veut dire que nous allons créer un fossé entre ceux qui ont les moyens de pouvoir survivre et que ceux qui n'auront pas les moyens de pouvoir survivre. Donc, quelque part, l'approche sera globale, multidimensionnelle, holistique. Moi, je suis en charge d'un grand projet réductionniste dans la science et non pas, c'est-à-dire à partir des propriétés de A et B. Si je dois les fusionner, je ne peux avoir que des propriétés A plus B. Je ne peux pas avoir quelque chose de en dehors de ça, qui est l'émergence. Parce que l'émergence, je ne peux pas maîtriser ce phénomène de la complexité. Tout ce monde, toute la vie est basée sur le principe de l'émergence. Vous pouvez bien dire que vous avez, par exemple, le père a ces gènes-là, la mère a ces gènes-là, et que s'ils ont un enfant, hein, ça ne peut pas être les gènes de A et le gène de B, et les propriétés de A et les propriétés de la mère et de la père, et que l'enfant sera l'image du père et de la mère. Il y a un phénomène d'émergence tel que l'enfant ne ressemble ni à sa mère, ni à son père, hein, ni aux deux à la fois. Tout à fait. Il est doué, il est super intelligent, il est plus beau, il est plus... Hein, vous voyez, hein? Et ça, c'est la complexité de la vie. Ouais. Alors que dans l'actuel, dans le transhumanisme et dans la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si j'ai A et B, le résultat, c'est A plus B. Tu ne peux pas aller au-delà de là. C'est le vrai réductionnisme. Voilà. Je défierai quelqu'un qui pourra me dire que la technologie que je vais faire demain, c'est des technologies qui seront émergentes, que ça veut dire que si elles sont émergentes, c'est que la machine qui a fait en sorte que ceci émerge, vous n'avez plus de contrôle sur elle. Elle sait qu'elle va faire ça, vous ne le savez pas, et donc pour vous c'est de l'émergence, mais pour la machine c'est du réductionnisme. Et là est la différence. Et là est la différence, justement. Et là est la différence. Hein? D'autres questions? C'est bon? C'est vraiment un sujet qui est vraiment philosophique et qui chacun... C'est pour ça que je dis la première des choses, c'est quoi la prospérité pour vous? Pour moi, la prospérité, c'est d'être dans une montagne, isolé de tout le monde, hein? De l'eau fraîche, hein? De la rivière, me chauffer du bois, hein? Être déconnecté de ce monde technologique. C'est ça la prospérité. Et puis, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui reviennent à ce monde de vie. Ben, parmi eux, moi. Voilà, la paix intérieure, comme on a dit. Hein? On cherche la paix intérieure. Être en symbiose avec soi-même. Hein? Dans le Et ça, vous détachement. savez, mais c'est terrible. C'est-à-dire que les générations futures, nos enfants, ils ne réfléchissent plus. Comment peut-on développer de l'intelligence chez un enfant si c'est un enfant qui est interconnecté toute la journée? Il ne réfléchit plus. Vous savez, il y a quelqu'un, je me rappelle une anecdote d'un prix Nobel de chimie, Liebig, je crois. Un jour, il avait des étudiants qui l'encadraient
Et un jour, il a vu un de ses étudiants qui bossait jour et nuit. Oui, il maître le laboratoire, il le trouve en train de bosser. Et le prix Nobel lui dit vous travaillez tous les jours comme ça? Et il lui dit oui, tous les jours je fais ça, oui, pas de souci. Alors il lui dit est-ce qu'il vous arrive et vous avez un pan de temps pour réfléchir? Ça veut dire que c'est ça ce que nous faisons à nos étudiants, à nos enfants. On les confine pour préparer un examen, ils bûchent tout le temps, ils apprennent tout le temps, mais on ne leur laisse pas la capacité de réfléchir. Et un autre prix Nobel, une fois, son étudiant lui dit « Monsieur, j'ai fait une découverte extraordinaire. J'ai trouvé le solvant universel. » Ça veut dire le solvant universel, ça veut dire qu'il dissout tout. Et le prof, beaucoup de sagesse, il dit « Vous avez entreposé ce solvant dans quoi? Parce que si c'est un solvant universel et vous l'avez entreposé dans quelque chose, il l'aurait dissous. Hein? Donc c'est cette subtilité aujourd'hui qui n'existe plus. Parce qu'on n'a plus la capacité de réfléchir et on va directement demander à une machine de nous donner une réponse. Quand on est en bug, on prend notre ami Google et on l'interpelle pour nous donner une solution. Je ne cherche même pas à réfléchir à trouver la solution. Et c'est ce monde-là dont on a peur. L'homme ne n'est plus autonome, comme il l'était. Une dernière question Oui, allez-y, de Camille Bekay, hein? et elle va... Oui. Une dernière question de... Oui, allez-y. Oui, allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous pensez que les écovillages peuvent être une solution? Qu'est-ce que vous entendez par écovillage? Hein? Bon, on attend la question de Vivian. Et également, elle nous raconte sa conversion par rapport à l'informatique. On ouvre la parole. Oui, là, il y a quelqu'un qui a dit que je laissais tomber l'informatique à cause de cela. Hein? Oui, c'est elle-même, c'est elle-même. Hein? Voilà, c'est par rapport à ses convictions que l'informatique aujourd'hui, elle va à la dérive, hein? Qu'elle a laissé tomber ses convictions pour... Elle s'est accrochée à ses convictions. C'est la même personne, hein? C'est la même personne. D'accord, la raison, la science et la connaissance. La raison, oui. Je l'ai dit, c'est ça le fondement, la raison. Allez-y. Okay. Bonsoir. Oui. Alors en fait, les éco-villages, c'est les villages bio. Les éco-villages, c'est les éco-villages, c'est les éco-villages, d'accord. Parce qu'on est omnibulé par les éco-villants, hein, la PCR et la pandémie. J'ai lu à travers. Pour ça, j'ai dit qu'ils ont à voir les éco-villants ici. Les éco-villages, oui, exactement. Les éco-villages, oui, parfaitement. Ben oui. C'est pour ça que je dis, c'est tout ce qui est autour de ces sciences sociales humaines, c'est une nouvelle forme de vie, une nouvelle forme de vivre en communauté, une nouvelle forme d'appréhender le monde dans lequel on est. Justement, il faut qu'on reprenne ces repères-là. Je suis sûr que quelqu'un maintenant, s'il reste isolé dans la forêt, il va mourir, hein? Parce qu'il ne s'est jamais servi d'un couteau, hein? Il ne s'est jamais servi de faire lui-même le feu, hein? Donc, comment se débrouiller pour faire le feu? Donc, c'est ça, on devient de plus en plus fainéant, paresseux, hein? À ne rien vouloir faire parce que nous avons tout à côté de nous, un confort considérable. Mais il faut de temps en temps, il faut laisser tomber tout ça. Ouais. Voilà. Merci. Donc, voilà. Oui, oui. D'autres, non, c'est bon. C'est bon, c'est tout. C'est juste ça. Les éco-villages, pour moi, c'est une solution. Ouais. Vous pouvez donner des détails sur la reconversion, la prise de conscience, à quel moment?
La prise de conscience, en fait, c'était la maladie. Ok. C'était la maladie. Hein. C'est juste après la maladie que j'ai pris conscience que c'était plus mon chemin, c'était plus l'informatique. Ok. Et la Et on dit reconversion, que... c'est comment? Oui, oui, vous terminez d'abord. Oui, bah, j'ai pris conscience que le pouvoir est en nous et puis la reconnexion à la nature. Et donc, voilà, c'était ça. Inch'Allah. Et d'ailleurs, une des définitions de la maladie, c'est le fait de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Et la guérison et la bonne santé, c'est de vivre une nouvelle vie dans sa propre vie. Et de là, le maladie, bon là, ça sera un autre terme philosophique pour un autre jour. Voilà. Ouais. Ouais, Donc, ouais. on rappelle le titre de la conférence de lundi prochain, professeur Hafid Aourak. Cristal, Un peu plus technique alors, hein? Oui, Le, oui. Donc, ce sera le le cristal, comment? temporel, le cristal temporel. Très bien. Donc, Si vous faites allez vos voir, recherches. si vous avez dit ça il y a 10 ans, Oui, et pour tous les scientifiques, si on leur avait posé la question il y a 10 ans, qu'il existe des cristaux temporels, c'est comme si vous allez demander à quelqu'un d'aller vivre sur Mars. mhm. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Et vous allez voir que cette réalité va bouleverser notre monde. Ça fait Ça en dit long, pas hein? peur. Semaine prochaine. Non, parce que ça fait pas peur, parce que ça va bouleverser certains principes fondamentaux que nous avions de la science, c'est tout. Hein? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Voilà, donc bien que voilà, il y a comme ça, et puis. Hein? Donc, à lundi prochain, Inch'Allah. Merci pour votre conférence. Merci à Voilà. Meha pour avoir organisé cette conférence. Merci à tous les participants. Et donc, à lundi prochain, 19 Ah, heures. Voilà. Inch'Allah. À Inch'Allah. bientôt. Bye Voilà. bye. Merci Bye bye. beaucoup. Au plaisir. au revoir tout le monde. Bonne nuit. Allah.